Les films sur l'espace fascinent. Les réalisateurs, les réalisatrices, comme les spectateurs et les spectatrices. Mais qu'est-ce qui attire tant dans le vide? En m'intéressant aux techniques et aux images qui reviennent le plus dans les films sur l'espace, je vais essayer de comprendre davantage cette fascination. L'espace, c'est une expérience limite, une expérience ultime face au néant. C'est un petit peu la condition humaine dans son absolu. Cette expérience extrême, elle est souvent montrée grâce à des images qui mettent en scène des angoisses d'un côté et des moments de grâce de l'autre. Et c'est souvent la tension entre ces deux, les angoisses et les moments de grâce, qui fait tout le spectacle des films dans l'espace. Du côté des angoisses, on a cette limite avec le vide, mais on a aussi la peur d'un bug technique qui viendrait bouleverser la gravité et les objets qui nous entourent, et une sorte de solitude face à l'infini. Le vide, c'est parfois tout simplement comme une chute, comme dans High Life lorsqu'on ouvre la porte du vaisseau et que le protagoniste pousse les corps humains dans l'espace. Ils tombent en fait comme si on était en haut d'une colline. C'est assez étonnant de voir cette image au cinéma parce qu'on a l'habitude plutôt que l'espace soit synonyme de apesanteur, de suspens, etc. Mais vu la vitesse avec laquelle vont certains objets, et ben du coup cette chute elle est assez logique, mais du coup elle nous semble pourtant contre-intuitive. La chute c'est parfois aussi davantage sur des objets symboliques comme dans First Man, lorsque Ryan Gosling laisse tomber un bracelet dans un cratère de la Lune. Ce bracelet s'enfonce très rapidement, et on est aussi un peu surpris à la vitesse à laquelle ce bracelet traverse l'écran. Le vide est souvent aussi manifesté par une sorte de noir qui est davantage qu'une couleur, une sorte d'absence totale de lumière. Par exemple, on va avoir des objets qui se détachent sur un fond uniformément noir, mais ça peut être aussi d'autres symboles comme le monolithe dans 2001 ou le couloir dans Ad Astra. La façon dont se détachent aussi les ombres et les lumières agit beaucoup dans l'imaginaire sur l'espace. Dans Interstellar par exemple, on a souvent des images de vaisseaux où la lumière crue balaye le vaisseau et plonge dans l'obscurité des parties progressivement. La limite avec ce vide, elle est parfois manifestée par le hublot. C'est vraiment une image assez récurrente dans les films sur l'espace, une sorte de fenêtre qui nous protège, mais qui montre aussi la vulnérabilité qu'on a avec le vide. Par exemple, dans Gravity, on a le reflet de la protagoniste sur le hublot, mais on a aussi l'image de la Terre derrière en transparence. Plus rarement, on est de l'autre côté du hublot, comme dans Ad Astra ou Interstellar, où le protagoniste regarde à travers la vitre, mais on est vraiment dans le vide intersidéral. Et c'est un choix assez important de se dire, est-ce que on reste avec l'humain qui est du coup face à sa petitesse devant la grandeur et l'infini de l'espace, ou est-ce qu'au contraire, on essaie de montrer son émotion au plus possible en étant du côté du vide, mais du coup c'est pas un point de vue humain, c'est un point de vue presque objectif. Dans Solaris par contre, on a un long dézoom sur une partie qu'on n'arrive pas forcément à discerner au début, qui est juste un aplat noir, et progressivement on s'aperçoit qu'il s'agit d'un hublot par lequel regarde le personnage principal. Toutes ces techniques, elles ont pour but de montrer la différence et la séparation entre les humains d'un côté fragile et de l'autre côté l'infini, l'immensité, l'abîme, etc. Le thème de la limite est parfois mis en scène grâce à des caméras qui semblent embarquées sur le vaisseau, collées à sa paroi. Ça nous permet d'avoir un point de repère pour comprendre les vitesses, comprendre aussi les trajectoires, comprendre la fragilité aussi de l'habitacle dans lequel les humains vont voyager. Enfin, la limite, elle est parfois juste représentée par l'horizon de la planète Terre. Ça va être le cas par exemple dans Gravity, où il y a George Clooney qui montre du doigt du coup l'horizon, et qui du coup permet de voir la différence assez flagrante entre la zone habitable de la planète Terre et puis l'espace, le vide intersidéral. Parfois ça va être, comme dans 2001 Odyssée de l'espace, quelque chose de plus symbolique. Du coup on va avoir cette fameuse image du fœtus face à la planète Terre. Et puis dans Interstellar, on a ce minuscule vaisseau qui quitte la planète Terre, et quand on regarde les deux images, celle de 2001 et celle d'Interstellar, on voit qu'elles ont une ressemblance quand même, c'est à peu près la même courbure, la même échelle qui est donnée à la planète Terre, et du coup on peut dire que ces deux images, elles dialoguent l'une avec l'autre. L'espace, c'est souvent aussi la menace que la gravité reprenne le dessus, finalement fasse que les vaisseaux, les objets s'emballent, se collisionnent, etc. Et ça c'est souvent représenté par des objets tournoyants, ou même des personnes, comme dans Gravity, où on a des personnages comme ça qui commencent à spiraler à l'infini dans l'espace. Parfois c'est la caméra elle-même qui tourne très vite autour d'un objet, et on a comme ça la scène de l'arrimage dans Interstellar, ou le premier plan séquence dans Gravity, où on a tous les éléments à la fois qui tournent, les objets, les personnes et même la caméra. Et du coup ce plan séquence est assez immersif, puisqu'on perd tous ses repères en permanence. Sans forcément aller très vite, parfois la caméra est flottante pour nous montrer que on n'a pas les mêmes repères que sur Terre, on n'a pas les mêmes contraintes, et donc du coup on va avoir des plans qui vont transformer notre perspective
du haut et du bas, comme dans First Man, ou alors on a dans Approaching the Unknown un plan qui revient 2 fois en fait, qui est une sorte de travelling, mais qui en même temps prend des libertés, va un peu à gauche, un peu à droite, bifurque vers le personnage, et en fait c'est comme si on nous disait, dans l'espace, il n'y a pas la contrainte sur Terre de suivre, on va dire, la gravité, et donc cette menace-là de la gravité qui se détraque, elle est représentée parfois juste par la caméra, qui semble être davantage libre que sur Terre. Mais la plus grande angoisse sans doute dans l'espace, c'est celle de se retrouver seul face à l'infini, du coup d'avoir un tel éloignement avec la Terre qu'on devient complètement déprimé. Et c'est le cas par exemple de Sandra Bullock dans Gravity, où il y a un long plan séquence pour signifier sa frustration sur elle qui est en colère et qui du coup semble agitée par-delà un hublot jusqu'à ce qu'elle se calme, et on s'éloigne comme ça très très loin d'elle, elle paraît minuscule dans l'espace. On a un plan similaire tout en restant dans le vaisseau dans Ad Astra avec Brad Pitt qui se balance sur lui-même comme s'il devenait complètement dingue. Et puis on a un plan similaire dans Approaching the Unknown où là on va avoir le personnage qui ne regarde même plus par le hublot. Il y a le soleil qui passe et pourtant ça fait partie de ces rares moments de joie de se dire il y a quelques minutes de soleil chaque jour qu'il essaye de ne pas rater. Et là il est tellement déprimé en fait qu'on le voit complètement avachi. Et pareil, il y a un dézoom qui nous montre comme ça la distanciation, l'éloignement, le fait que ça le rétrécit dans l'image, on comprend de plus en plus à quel point il s'enfonce dans la dépression. Il y a beaucoup de dézoom et de zoom aussi dans Solaris de Tarkovsky, et par contre, il a une utilisation assez différente de cette technique. Il va parfois se concentrer sur des détails, ça va être un luminaire, ça va être un bout de couette dans lequel le personnage dort, et c'est au début assez difficile de comprendre quelle angoisse cela représente, et finalement on comprend que comme il y a une dimension fantastique dans le film, c'est moins l'espace qui persécute le personnage que la planète et l'espèce de représentation surnaturelle que la planète arrive à générer, qui crée ce type d'angoisse en fait pour le personnage. On vient de le voir avec les thèmes du vide, de la limite, de la menace que représente la gravité, mais aussi de la solitude face à l'infini. On a une grosse part de l'expérience que représente le néant au cinéma. Mais l'espace n'est pas que ça, c'est aussi une sorte de puissance de vie, de véritablement volonté de survie. Et pour célébrer ça, il y a aussi d'autres images qui reviennent souvent et qui, pour la plupart, sont de l'ordre des moments de grâce en fait. Et tout film sur l'espace essaie de jouer en fait sur ces deux tableaux pour pas aussi non plus complètement déprimer les spectateurs, j'imagine, mais aussi pour montrer que on arrive à survivre pas seulement en se battant contre des éléments, mais aussi en s'émerveillant. Alors ces moments de grâce, parfois ils sont juste de l'ordre de la résolution de problèmes. Des fois un personnage va trouver une solution, parfois il va bricoler, parfois il va avoir un réflexe au bon moment. Tout ça, ce sont des choses de l'ordre de l'intelligence et de, on va dire, des capacités humaines à proprement dites. Je vais pas trop m'attarder dessus, parce que le plus souvent, c'est juste montré à l'image par quelqu'un qui crée comme ça une action qui résout le problème. C'est de l'ordre plutôt de la direction d'acteur, pas forcément de l'ordre du placement de caméra ou de technique. Par contre, il y a d'autres façons de montrer des moments de grâce qui reviennent souvent, et c'est notamment par des moments en suspens, où justement la gravité va revenir, mais pas pour signifier une menace, plutôt pour signifier un moment de grâce, et puis aussi la question du magnifique, du sublime, du grandiose, qui va être montré par d'autres formes d'images. Les moments de suspens, ça va être une façon de montrer que la gravité n'est pas juste une menace, ça peut être aussi une source d'émerveillement, et ça va surtout passer par des objets en fait mis en suspension. On va avoir par exemple une feuille dans Approaching the Unknown qui va commencer à s'élever du sol, ou dans Solaris, un chandelier qui va commencer à sortir comme ça du cadre progressivement, avant que ce soit carrément les personnages eux-mêmes qui sont en lévitation. Alors c'est intéressant de voir que dans Solaris, à la fois peut-être parce que c'est un vieux film et du coup les effets spéciaux étaient peut-être moins développés à l'époque, ou c'est peut-être aussi la vision du réalisateur, mais il y a plein d'objets dans la scène, notamment au fond des livres, qui devraient commencer eux aussi à s'élever, et en fait ils le font pas, et du coup il y a un décalage assez onirique à voir certains objets comme ça aller en suspension dans la scène, et pas d'autres, ceux restant plutôt au fond du décor. Toujours dans ces objets flottants un peu mis en suspension, dans First Man, il y a une radio qui amène les astronautes qui vont sur la Lune, et celle-ci elle tourne très vite, il y a un des personnages qui lui donne une impulsion, et tout en diffusant de la musique, elle se met à tourner très 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 vite sur elle-même, et du coup on a l'impression que c'est presque un tourne-disque, un gramophone qui est dans l'espace, et c'est assez joli du coup de les voir partir vers la Lune, avec cette musique assez légère finalement. Dans Gravity, il y a un moment de suspens qui est un peu spécial,
puisqu'on voit un changement de point pour passer du visage de Sandra Bullock à une de ses larmes qui est très proche de la caméra, et du coup Sandra Bullock se retrouve vraiment complètement plongée dans le flou, et du coup on a l'impression que ce moment de suspens il nous est donné à nous spectateurs, mais c'est pas le point de vue en fait du personnage, c'est plus une sorte de point de vue omniscient qui nous montre comme ça sa tristesse. C'est une forme de gros plan, mais qui passe par le changement de point. Enfin, pour montrer les moments de grâce, on a les images que nous offre le cosmos lui-même, soit en nous montrant l'espace connu, soit en nous montrant l'espace spéculatif qui appartient plutôt à la physique théorique. Donc dans l'espace connu, on va avoir, et c'est un exemple que j'aime beaucoup, des images réelles prises par la NASA de satellites et de planètes de notre système solaire, dans Ad Astra, comme ça de gros plans de la surface pris par des sondes, et ça va être des textures, des matières, des couleurs qui vont vraiment nous émerveiller. Alors que dans 2001 Odyssée de l'espace, on va avoir un alignement des planètes qui là a été refait grâce à des effets spéciaux, et ça donne un moment presque magique, on se dit oui ça intervient peut-être une fois par millénaire, cet alignement parfait des planètes. C'est aussi la dimension métaphysique presque du film. Et puis dans Interstellar, il y a aussi de très belles images, notamment de Saturne, où on voit la minuscule station spatiale, le minuscule vaisseau spatial qui passe devant l'immense géante gazeuse. Tout ça, ça permet aussi de remettre des échelles, remettre des perspectives entre ce qui appartient à l'humain et ce qui appartient au cosmos. L'émerveillement passe aussi par l'univers spéculatif de la physique théorique. Ça va être le cas par exemple de Interstellar qui nous montre des images inventées mais qui pourraient finalement s'approcher d'une sorte de physique très spéculative, du Tesseract, donc c'est cet espace qui est censé transcender les dimensions qu'on connaît de l'espace et du temps, mais aussi, et ça c'est peut-être plus proche des théories de physique, je n'y connais pas grand-chose, mais d'un trou noir et d'une singularité qui serait un trou de verre, et donc du coup on voit l'espace se courber à l'approche de ces objets-là un peu insolites, et ça nous permet comme ça d'imaginer d'autres représentations de l'espace, et de voir aussi que c'est un volume, même si c'est essentiellement du vide, c'est essentiellement du noir à l'écran. Du coup, quand l'espace se courbe, on voit quand même que la matière, que la lumière, elle agit un peu différemment, et ça redonne comme ça du volume à cette matière qui sinon serait peut-être un peu plate. Et puis évidemment, on a la fameuse séquence de voyage psychédélique dans 2001 Odyssée de l'espace, où là on ne sait plus vraiment dans quel champ théorique de la physique on est, peut-être que c'est juste une métaphore d'un voyage intersidéral, mais ce sont des images qui ont puissamment frappé les spectateurs à leur époque, et qui du coup a encore comme ça des descendants. D'ailleurs j'ai fait une série sur les films psychédéliques, donc si ça vous intéresse, vous pouvez la regarder, je mettrai les liens en description. J'aime beaucoup Approaching the Unknown, qui mélange un petit peu les deux, l'univers connu et l'univers spéculatif, dans une de ces dernières séquences où le personnage, peut-être au bord de la folie, ce qui du coup donne aussi une marge d'interprétation, voyage dans les derniers kilomètres qui le séparent de Mars, et commence à apparaître à l'image des nébuleuses, des sortes de liquides, de gaz comme ça en suspens, qui sont pas vraiment, j'imagine, l'espace autour de la planète Mars, mais qui peut peut-être nous montrer à quoi pense le personnage dans cet entre-deux entre la folie et la conscience. Parce que c'est peut-être cet univers spéculatif qui fait que des gens font le déplacement pour aller dans l'espace, et que nous, spectateurs, et que des réalisateurs s'intéressent à ce point, à cette matière, parce que c'est aussi une surface de projection. On peut imaginer tout dans l'espace. En mettant en scène du coup des angoisses et des moments de grâce, et avec la tension qui se crée entre les deux, on est finalement dans une expérience ultime de la condition humaine, qui va à la fois devoir résoudre des problèmes de l'ordre de la survie, et à la fois être en capacité de s'émerveiller et d'essayer de comprendre le monde, ses mystères, le cosmos, etc. Et on pourrait se dire du coup qu'un film dans l'espace, c'est une sorte de huis clos, mais qui voyage à très grande vitesse, et du coup qui a l'avantage du huis clos et de concentrer les enjeux, et aussi les avantages d'un film presque d'action, où il va y avoir des péripéties, on va pouvoir se déplacer comme ça d'un lieu à un autre, même si ça reste le vide, il peut y avoir un champ d'astéroïdes, il peut y avoir une planète, il peut y avoir un bug de gravité, donc ça relance comme ça l'intérêt, tout en étant concentré sur les personnages qui sont dans des environnements confinés. L'espace, entre les angoisses et les moments de grâce, ça représente l'intensité de l'existence humaine face au néant. Du coup, forcément, c'est un sujet en or. Mais je crois qu'au-delà de cet intérêt pour ce sujet, il y a quelque chose de plus propre au cinéma qui intéresse les cinéastes, qui est du coup d'avoir des contraintes au scénario très fortes, mais permettant une liberté de mise en scène très importante. Dans l'espace, on l'a dit, la gravité agit pas de la même manière, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes attentes en termes de mouvement de caméra. On peut se balader, flotter, aller d'un personnage à un autre,
En termes de montage, peut-être aussi que ça crée d'autres attentes. Vu que le temps passe différemment dans certains films, on peut avoir un montage qui, lui aussi, est différent. Et enfin, la composition d'une image peut complètement être réinventée, puisque l'intérieur d'une station spatiale, comme finalement une planète, ça ne fait pas partie de notre quotidien, on n'a pas cet implicite, donc du coup, des réalisateurs et des réalisatrices peuvent nous montrer d'autres images qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est souvent dans les films dans l'espace qu'on va avoir des expérimentations visuelles. Et en même temps, cette liberté de mise en scène, elle est contrebalancée par des contraintes très fortes au scénario. Il y a plein de choses qu'on peut pas faire dans l'espace. Du coup, peu de choses peuvent arriver dans une histoire. À part si, voilà, on fait intervenir des phénomènes métaphysiques proches du surnaturel. Mais si on se concentre sur l'expérience qu'est l'espace en lui-même, il y a finalement peu de choses qui peuvent arriver. Du coup, là où quelqu'un peut innover, c'est moins sur le scénario que sur la mise en scène. Ce que j'ai beaucoup aimé dans tous ces films, c'est l'utilisation de ces thèmes et de ces techniques, mais je pense que Approaching the Unknown est celui qui m'a le plus plu, même si c'est sans doute le moins connu d'entre tous, parce qu'il va pousser au maximum ces techniques et ces thèmes dans une sorte de minimalisme. Et ce minimalisme, ça va créer un sentiment vraiment d'éloignement avec la vie quotidienne, mais aussi un sentiment de solitude face à l'infini du cosmos, et du coup ça redouble un petit peu les thèmes et ça redouble un peu le fond et la forme du film. À travers tous ces films, sauf peut-être Interstellar, j'ai l'impression qu'on a une sorte d'apprentissage de l'humanité face au cosmos, qui est celle de l'humilité. On est vraiment humble devant l'immensité de l'espace, c'est quelque chose qui nous échappe, dont on ne peut pas vraiment comprendre les limites, et du coup ça rompt un petit peu avec la musique qu'on entend de plus en plus en ce moment sur l'espace, qui est portée par un Jeff Bezos ou un Elon Musk, qui vraiment se porte en conquérant l'espace. Il y a tout un imaginaire presque du Far West qui revient sur l'espace, et c'est peut-être assez intéressant de continuer à regarder des films, continuer à faire des films qui posent plutôt la question de qu'est-ce que l'espace a à nous apprendre plutôt que qu'est-ce que l'espace peut nous apporter en termes de ressources matérielles. Si on est d'accord avec cette idée que l'espace nous apprend l'humilité, on arrête d'y voir une sorte de terrain de jeu pour milliardaires et on commence plutôt à avoir une sorte de miroir de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que d'être humain face à ce néant? Et beaucoup de films, d'ailleurs, mettent en lumière la fragilité de la Terre. Comment cette petite boule bleue perdue au milieu d'un immense océan d'obscurité est un trésor de vie qu'il faut sauvegarder. Donc je pars du principe que faire des films sur l'espace, envoyer des sondes dans l'espace pour faire des images, c'est une chose qui aussi nous apporte finalement du recul sur notre fragilité et notre existence, mais ça doit aussi aller de pair avec une sorte de tempérance dans la façon dont on utilise la technologie pour pas se perdre dans un délire un petit peu d'hubris où on se dirait voilà on est tout puissant, on peut traverser l'espace à toute vitesse, c'est pas grave si on explose la Terre, il y en aura une autre à l'autre bout de l'univers, c'est facile, le voyage luminique est presque là. On voit bien qu'en fait plus on va dans l'espace, plus on est face à des contraintes qui sont de plus en plus insurmontables. C'est pour ça qu'on envoie des robots d'ailleurs dans l'espace et de moins en moins des hommes et des femmes. Et du coup, je pense que l'espace a plus à nous apprendre voilà, une posture d'humilité qu'une posture de conquérant. Je suis aussi particulièrement ému quand je vais au cinéma voir un film sur l'espace parce que j'ai l'impression que ça se rapporte aussi à ma propre démarche où je vois des cinéastes qui s'emparent de contraintes formelles pour trouver des sources d'inspiration, créer des idées originales. Et ça, c'est un procédé dans lequel je me reconnais tout particulièrement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, sur ce processus créatif qui consiste à se donner des contraintes pour générer de nouvelles idées. Plus généralement, sur cette chaîne, j'essaie d'analyser les images pour comprendre la société, mais aussi en créer de nouvelles pour la changer, dans la série XP notamment, avec des films expérimentaux. Sur cette chaîne, vous pouvez voir notamment Le Rayon Vert, qui est une sorte de paradoxe temporel sur le réchauffement climatique, mais vous pouvez aussi voir 5 planètes avant le vide, qui est une série de portraits où j'ai demandé finalement à des gens de parler d'une photo comme si c'était une sorte de planète vierge, une planète inconnue, et du coup ça donne voilà, des descriptions de paysages qui peuvent vous faire rêver alors qu'on reste sur Terre. S'il y a un film dont je n'ai pas parlé qui vous touche tout particulièrement, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. S'il y a aussi une image ou un symbole, une technique qui vous parle, n'hésitez pas à dire pourquoi. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, mais aussi à une newsletter que j'ai lancée il y a quelques semaines, en laissant votre adresse mail dans un lien que je mettrai en description, et qui vous permet comme ça d'avoir accès à d'autres infos, un édito, un conseil ciné, à peu près une fois toutes les 2-3 semaines. Ciné-chamanisme, c'est analyser les images pour comprendre la société, mais aussi en créer de nouvelles pour essayer de la changer.